En fait, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'indépendance juridique de l'indépendance idéologique. Parce que quand la ministre nous rappelle le cadre légal et les obligations de ces chaînes, en réalité, tout le monde comprend que les seules obligations de ces chaînes et de l'Arcom, c'est de se conformer à l'idéologie gaucho-progressiste dominante. Ce qui gêne, au fond, c'est qu'en fait, on avait un monolithisme médiatique jusqu'à présent qui s'exprimait à travers les chaînes du service public, mais pas que. Et on a des chaînes d'information aussi, il y a des chaînes privées également, qui diffusent une idéologie qui est à la fois immigrationniste, diversitaire, qui ne traite pas d'un certain nombre d'affaires parce que ça ne rentre pas dans le cadre idéologique, ou en tout cas c'est quelque chose qui est susceptible de bouleverser la sédation profonde et continue que subit la France depuis des années. Et donc effectivement, aujourd'hui, vous avez dans le paysage des chaînes qui apparaissent, qui ont une autre ligne éditoriale qui sans pluralité d'opinion. Voilà, avec une pluralité d'opinion, parce qu'excusez-moi, mais moi j'attends qu'on me donne le nombre de chroniqueurs qui sont de la droite ou de la droite nationale sur France Inter, oui, c'est ce que je voulais ou sur France Info, oui, ou sur France Télévisions. Je vous signale quand même. Par nos impôts. Exactement. À part nous faire insulter par les impôts que nous payons par ces chaînes, je ne vois pas très bien à quoi elles servent. Et la deuxième chose, c'est que vous prenez le journal de France Télévisions, le JT, qui est suivi par des millions de personnes. Moi, je ne le regarde plus parce que quand vous regardez le journal, on a l'impression qu'on n'est pas en France, en fait. C'est-à-dire que pendant que vous avez 120 coups de couteau par jour, les journaux télévisés, les JT les plus suivis, vont vous parler des bienfaits du bifidus actif sur l'estomac. Mais on est chez les dingues. Donc effectivement, merci. Vous savez, je terminerai par une citation d'Orwell qui disait « Un jour, dire la vérité deviendra un acte révolutionnaire ». Et ce que font certaines chaînes pour révéler la réalité, pour traiter une réalité qu'on ne veut pas voir, est devenu révolutionnaire, d'où la réaction du gouvernement. Jean Messia, c'est le retour des Anglais ou plutôt la réhabilitation des Anglais ? Le retour des Anglais, des faux billets. Non, mais plus sérieusement, je ne comprends pas comment ce rapport ne parle pas de ce mensonge d'État éhonté qui a été maintenu à bout de bras par tout un système pendant des journées entières. C'est-à-dire que quand Darmanin, le soir même, nous explique qu'effectivement, tout ça, c'est la faute à des supporters anglais et tout ça, c'est la faute à des dizaines de milliers de faux billets qui auraient été vendus et qu'en réalité, on se rend compte que tout ça n'est que mensonge, déjà, c'est très grave. Dans d'autres pays, un ministre de l'Intérieur aurait démissionné ou aurait été démissionné suite à des mensonges pareils. Je pense notamment aux pays anglo-saxons qu'on prend souvent en référence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité qu'on n'a pas voulu voir au Stade de France et qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans ce rapport, c'est toute la criminalité qu'il y a autour du Stade de France et même en dehors, qui s'est précipité, qui est tombé comme la vérole. Le rapport le mentionne, mais on n'a pas pu tout mettre dans ce comme la vérole sur le bas clergé, sur les supporters anglais qui se sont fait agresser, enfin les supporters tout court d'ailleurs, pas seulement anglais, qui se sont fait agresser, dépouiller, détrousser. Ça, c'est un vrai scandale. Et d'ailleurs, l'État ne l'a pas reconnu. Alors moi, vous savez, la police a bon dos, parce que quand on dit « Ah oui, mais c'est la faute de la police qui a indistinctement gazé, etc. » Mais attendez, la police, ce n'est pas un corps d'État indépendant. La police a une hiérarchie. Oui. Elle a une chaîne de commandement. Si on dit à la police gazer les gens qui sont aux entrées, la police ne va pas dire « Ah non, ce n'est pas une bonne idée ». Elle va exécuter les ordres. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas les exécutants, ce n'est pas la police qui est responsable. C'est la politique sécuritaire à cet instant qui est responsable, dont la clé de voûte est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Donc à un moment, il faut dire les choses, quoi. Philippe, accessoirement, ça nous a vraiment mis à mal avec le voisin anglais quand même, parce qu'on a eu très mauvaise presse. Non, mais là, c'est pareil. C'est toujours très étonnant d'entendre des membres du gouvernement stigmatiser sans vergogne toute une catégorie. Là, on a pu dire les Anglais. Personne ne s'est interrogé de savoir si on n'essentialisait pas, on globalisait pas. Tous les procès en sorcellerie qu'on nous fait lorsqu'on parle de certaines immigrations, là, bizarrement, ils avaient disparu. Or, on sait très bien que la délinquance et la criminalité qui s'est exprimée autour du stade, elle provient aussi de certaines immigrations. Donc c'est pour ça aussi que le réel, on a eu tant de mal à le dire. Vous savez, on est dans un pays fabuleux où le gouvernement estime désormais que le réel est d'extrême droite. C'est-à-dire que quand le réel ne s'exprime pas selon le prisme idéologique, on prend toutes les pincettes du monde à éluder le sujet. L'attitude des Espagnols, est-ce que c'est scandaleux également ? Parce que finalement, eux se débarrassent. Bien sûr. Et les demandes d'asile, elles s'opèrent sur notre sol ensuite. Alors, il y a effectivement un petit point d'achoppement avec l'Espagne qui n'existe pas avec l'Italie, mais les deux situations sont à peu près comparables. C'est-à-dire que vous avez une masse de migrants clandestins qui est à la frontière, franco-italienne comme franco-espagnole. Et en fait, vous avez des gens qui, tous les jours, essayent de passer la frontière. Quand ça ne marche pas, on revient le lendemain, etc.
Donc il faut évidemment que la France rétablisse des frontières, ou en tout cas une zone frontalière, une zone tampon de quelques dizaines de kilomètres avec l'Espagne, pour pouvoir se donner les moyens de lutter contre cela. Mais juste un instant, quand on dit effectivement les pays en guerre, combien de pays en guerre il y a en Afrique ? Ça se compte sur les doigts d'une main, c'est sans commune mesure avec le flot de migrants auquel l'Europe, de manière générale, et la France assistent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand naguère l'Europe était en guerre, c'était pas les hommes qui fuyaient en laissant les femmes et les enfants faire de la résistance. C'était même plutôt le contraire. On le voit d'ailleurs avec l'Ukraine aujourd'hui. Quand l'Ukraine est en guerre, c'est pas les hommes qui se carapatent en France en laissant les femmes et les enfants tenir tête aux Russes. Si je ne m'abuse. Donc c'est bien des femmes et des enfants que nous recevons. Or, cette immigration-là qui provient du continent africain est quasi exclusivement masculine et sans femmes, sans enfants et sans vieux, c'est masculine et jeune. Donc normalement, l'âge de faire la guerre. Donc si ces pays sont en guerre, ces gens devraient être chez eux en train de faire la guerre, ce qui n'est pas le cas. Jean Messia, un mot peut-être. Écoutez, Pierre Palmade est un criminel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne comprends pas, si vous voulez, cet engouement presque misérabiliste autour de ce personnage qui savait très bien ce qu'il faisait. On sait très bien que quand on prend le volant sous l'empire de stupéfiants ou de l'alcool, on représente un danger pour les autres. Je ne comprends pas qu'on ne parle ou à peine des victimes, dont un enfant, dont une famille, dont un bébé qui est mort. Enfin, qui en parle de ces gens-là, de ces victimes-là ? Si, on en parle. On en parle, mais pas comme Pierre Palmade. En tout cas, ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que les jurés sauront condamner ce personnage avec la plus grande fermeté, parce qu'encore une fois, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas une victime comme on cherche à le victimiser par ailleurs. Il y a eu des duels jusqu'en 1967. Et en 1947, il y avait un député communiste entouré par l'armée qui était rentré, qui restait 12 heures à la tribune avec ses camarades communistes en chantant la Marseillaise pour pas se faire déloger de la tribune. C'est le seul progrès que vous applaudissez pas là pour le coup. Vous voulez qu'on revienne en arrière. Vous êtes conservateur. Non, ce que je veux dire par là, c'est que derrière, dans une tension politique, j'ai dit que j'étais en désaccord et que je partageais ce qu'a dit André Chassaigne. Mon groupe politique à l'Assemblée nationale était en désaccord par rapport à ça. Et je viens de dire que la stratégie de LFI ne me paraissait pas être la bonne, parce qu'à la fin, je pense qu'on a intérêt à faire sortir. On faut laisser sortir les députés, que chacun puisse faire. Ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression, avec ces dernières manifs qui se sont déroulées dans un calme plutôt relatif, on a presque l'impression que l'Assemblée nationale est en train de devenir la rue et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a plus de bazar à l'Assemblée nationale et de violence à l'Assemblée nationale qu'on en a eu presque dans les dernières manifestations. Donc ça interroge quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, c'est la LFI qui fait une espèce d'éruption de prurite post-pubère de gens qui se croient dans une cour de récréation, qui invectivent. Mais je ne comprends pas la stratégie en fait de cette forme-là. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la réforme des retraites, sur le fond, elle est massivement rejetée. Tous les sondages le montrent. Pas seulement les manifs, il y a aussi les sondages. Elle est massivement rejetée par des grands groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Donc l'intérêt qu'il y aurait, si on voulait être un peu intelligent, c'est d'aller au bout pour discuter des fonds et démontrer l'inanité, démontrer l'escroquerie qu'est cette réforme des retraites pour les Français. Parce que ça, c'est la stratégie du faible qu'ils ont en réalité. Ça consiste en fait à couvrir le débat de fond d'un brouhaha, comme si la réforme était bonne et qu'ils avaient peur qu'on discute du fond. Mais que diable, la réforme elle-même, c'est une arnaque. Donc pourquoi avoir peur de parler du fond ? Et pourquoi, si la réforme était bonne et qu'elle était acceptée par tous les Français, à la limite, on pourrait comprendre la stratégie de LFI qui ne voudrait pas rentrer dans le fond pour pas perdre en popularité et en faire gagner au gouvernement. Mais là, c'est pas le cas. Là, en fait, il se tire une balle dans le pied. Mais je pense aussi